pas de visage. Le temps est un fleuve qui m'entraîne, mais je suis le fleuve. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consomme, mais je suis le feu. Le monde, hélas, est réel. Je, hélas, suis Borges. Donc voilà, ça c'est son poème. Et si Borges donc, nous invite à contempler l'instant comme une vérité fugitive et éphémère, un moment unique qui s'évapore dans l'infini, la réflexion proustienne sur nous pousse à une autre forme d'introspection. Pour Proust, ce n'est pas tant la fuite du temps qui nous intéresse, mais plutôt la manière dont nous pouvons, grâce à la mémoire, retrouver ces instants disparus. Et dans À la recherche du temps perdu, Proust nous propose donc un voyage inverse. Celui qui consiste à retrouver dans la mémoire, souvent à travers un détail sensoriel, des fragments de notre passé qui semblent avoir été complètement effacés et à les faire revivre. Et Proust, donc, dans le fameux épisode de la Madeleine, nous montre que le temps perdu peut être retrouvé et qu'il existe dans la mémoire une manière de suspendre cette fuite du temps, d'y accéder à nouveau, comme si chaque souvenir nous permettait de voyager à travers les âges. Donc je vous lis un petit extrait. Ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de prendre, contrairement à mon habitude, une tasse de thé. Je refusai d'abord. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me ravisai. Elle envoya donc chercher un de ces gâteaux, court et dodu, appelé Petite Madeleine, qui semblait être moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillère du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de ma vie indifférentes, ces désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Mais d'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, où, honnêtement, je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde, donc il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Le breuvage l'a éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec une précision décroissante, ce même témoignage que je ne sais interpréter et que je veux au moins pouvoir lui demander et retrouver intact à sa disposition
pour une éclaircie décisive, si jamais elle doit venir. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grande incertitude, chaque fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est aussi le pays obscur où il doit chercher et où toute sa boussole est incertaine. Chercher, mais pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore, que seul il peut réaliser et puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander ce que cela peut être. Cet inconnu qui fait naître à moi une agitation si douce. Je vais essayer de la faire réapparaître. Je retourne en pensée au moment où j'ai pris la première cuillère de thé. Et je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande alors à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui fuit. Et pour que rien ne brise l'élan où il va peut-être se ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. Je protège mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais, sentant que mon esprit fatigue sans rien trouver, je force ma volonté, je l'appelle, je la tourne vers le lieu où elle doit chercher, vers le goût de cette première gorgée. Et là, je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, qui voudrait se lever, quelque chose qui a été longuement enseveli dans une grande profondeur et qui, malgré les obstacles, tend à remonter à la conscience. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. Je sens la résistance et j'entends le bruit des distances traversées. Certainement, ce que je prouve ainsi, ce n'est plus l'insensibilité, l'indifférence. C'est déjà une émotion joyeuse, mais encore confuse. Elle ne me révèle pas sa cause. Je m'arrête. Je veux laisser monter ce qui s'agite en moi. Je ne sais encore ce que c'est, mais je le devine. Je sens que cela vient, que cela va m'envahir, que je vais la connaître. Et tout d'un coup, le souvenir est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Cambrai, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Et la vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je ne l'eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent vu depuis, sans en manger, sur les tablettes de pâtissier, leur image avait quitté ces jours de Cambrai pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps, hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel, son plissage sévère et dévot, avait été aboli ou ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand, dans le passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir
sur leurs gouttelettes presque impalpables. L'édifice immense du souvenir. Donc, ça c'est un petit morceau de À la recherche du temps perdu de Proust.